Alors bonjour à tous pour la première de la diffusion en direct de l'USCPQ. On s'excuse peut-être de l'erreur du canal qui a été faite pour ceux qui me verront qui nous verront en différé. J'ai le plaisir donc de faire la première émission avec en maladie chronique pour les professionnels de santé avec Dr Isabelle Naud qui est électrophysiologiste. Alors mon quotidien comme spécialiste ici à l'hôpital, c'est vraiment de s'occuper des accidents vasculaires. Puis j'ai été de plus en plus impliqué dans la fibrillation auriculaire, dans son dépistage. Et Dr Naud a accepté de faire la vedette dans cette première émission, notre experte. Et j'aimerais savoir, Dr Naud, quelle est la prévalence de la fibrillation auriculaire dans la population générale? La fibrillation auriculaire est un problème de santé assez courant. C'est 1 à 2 de la population en général qui en est affectée. Mais il faut savoir que c'est un problème qui augmente avec l'âge. Donc, au fur et à mesure que la population vieillit, on a davantage de risques d'avoir cette condition-là. Ça peut aller jusqu'à 1 personne sur 4 lorsqu'on atteint l'âge de 80 ans, comme vous voyez sur les diagrammes ici. Donc, près de 25 des patients à l'âge de 80 ans vont souffrir de fibrillation auriculaire. Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce que c'est une condition qui est associée beaucoup aux accidents vasculaires? Oui, tout à fait, parce qu'un AVC sur 5 est attribuable à la fibrillation auriculaire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est capable de dépister la fibrillation auriculaire, eh bien, on va diminuer d'environ du 2/3 le risque d'AVC en présence de fibrillation auriculaire. Reste que 25 des AVC vont demeurer de cause indéterminée. Et puis, ce qu'on voit récemment avec les nouvelles capacités de monitoring de fibrillation, du rythme cardiaque, donc des nouvelles capacités de dépistage de fibrillation auriculaire, c'est qu'on va aller chercher dans ce 25 %-là de cause inconnue, en fait, plusieurs personnes qui finalement vont avoir comme cause la fibrillation auriculaire à leur AVC. Je pense que la plupart des endroits au Québec utilisent encore le Holter, qu'on fait de 24 à 48 heures, mais je pense quand même que c'est pas suffisant, puis que aussi la plupart des patients qui font de l'effort ont peu de symptômes. Tout à fait, tout à fait. La fibrillation auriculaire, premièrement, il y a deux particularités de la fibrillation auriculaire qui font en sorte que le diagnostic on peut avoir un certain délai dans le diagnostic. Premièrement, le fait que c'est une maladie qui est souvent intermittente. C'est pour ça qu'on la qualifie souvent de paroxystique, et bien fait en sorte que si on ne l'a pas cette journée-là, où est-ce que le professionnel de la santé fait l'électro ou prend le pouls, eh bien ça passe inaperçu. Et puis, il faut savoir aussi que plusieurs personnes n'en ressentiront aucun symptôme. Donc, près de 3 personnes sur 4 n'auront aucun symptôme malgré le fait qu'ils vont souffrir de fibrillation auriculaire. Donc, il y a une valeur quand même on fait habituellement le Holter comme test de dépistage. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée au monitoring prolongé? Oui. Puis en fait, comme vous voyez, ces données-là, dans ce que vous êtes en train de voir, là, c'est si on monitore pendant 24 heures, eh bien, on diagnostique à peine 2 des patients avec fibrillation auriculaire. Et puis, si on allonge la durée de monitoring, eh bien, au fur et à mesure qu'on l'allonge et au fur et à mesure qu'on en trouve davantage. Ces données-là sont tirées d'une étude où est-ce qu'on faisait le monitoring chez les gens qui avaient fait un AVC pour lequel on n'avait pas trouvé de cause. Donc, l'AVC cryptogénique, c'est donc une sous-population de patients qui sont particulièrement à risque de faire de la fibrillation auriculaire. Et puis, comme vous pouvez voir, bien, le fait de monitorer pendant jusqu'à 4 semaines faisait en sorte qu'on augmentait grandement. On passait de 2,2 % de détection de fibrillation auriculaire à près de 15 % de fibrillation auriculaire. Des données qui se répercutent également dans d'autres études. On ne peut pas nécessairement comparer les chiffres parce que c'est des populations différentes, mais vous voyez ici une autre étude où est-ce qu'on faisait un monitoring pendant 6 mois, 12 mois ou 36 mois prolongés, et puis comparativement au groupe contrôle où on ne faisait que des Holters de 24 heures. Puis vous voyez avec le monitoring prolongé qu'on trouvait définitivement plus de fibrillation auriculaire chez ces gens-là, jusqu'à 30 % à 3 ans. Donc, il y a quand même des techniques qui vont nous permettre de faire le dépistage. Puis je pense que pour la possibilité de trouver d'infarctus, vous avez d'autres données par rapport
par rapport à les accidents vasculaires et la fibrillation auriculaire. Oui, puis en fait, il faut se poser la question, chez qui ça va valoir la peine de monitorer plus longtemps et puis chez qui un hauteur va suffire. Et puis chez qui on va vouloir monitorer vraiment plus longtemps parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a un facteur coût qui va entrer en ligne de compte aussi. Donc, si on veut investir davantage dans certaines technologies, il y a certaines personnes que certains patients qui vont en bénéficier davantage. Puis quand on regarde, bien, les patients plus âgés, les AVC qui sont dans des endroits où traditionnellement on a plus d'embolie, donc les territoires que les radiologistes nous disent qui sont davantage des AVC d'origine embolique, eh bien, bénéficient nettement plus de ce monitoring-là parce que c'est chez eux qu'on a davantage de chances de trouver de la fibrillation auriculaire. Si je traduis ça de façon clinique, en fait, le type d'AVC qu'on pourrait caractériser, c'est ceux qui sont hémisphériques, pas les sous-corticaux, mais ceux qui sont hémisphériques, cortex, que ce soit en antérieur ou en postérieur, ceux qui sont plus dans la capsule interne isolée, il y a peut-être beaucoup moins de chances que ce soit une embolie. Je pense que vous avez de nouveaux moyens maintenant pour nous aider à faire le diagnostic prolongé. Je pense que la technologie a beaucoup évolué ces dernières années. Oui, ça c'est la merveille de la technologie. Je vous en présente quelques-uns qui sont disponibles. Prenez des choses que vous avez peut-être déjà vues. Premièrement, le monitoring Alive Core de cardiaque, qui n'est pas en fait un monitoring, qui est un snapshot du rythme cardiaque à un moment donné. C'est un appareil qu'on peut acheter sur l'Internet, par exemple, qui se vend sur Amazon. Et puis, on met les 2 pouces ou 2 doigts sur chacune des électrodes, comme vous voyez à l'écran. Cet appareil-là communique avec le téléphone cellulaire ou le iPad. Et puis, on laisse les doigts pendant 30 secondes, va nous donner une bande de rythme, une dérivation pendant 30 secondes, puis dont vous voyez la qualité sur l'image, là, qui est de très bonne qualité. Je pense que la magie de ça, c'est que c'est simple, ça peut se faire, mais évidemment, il faut qu'on soit symptomatique. Il y a quand même une limite à cette... Tout à fait. C'est bon pour les patients qui ont des palpitations occasionnelles, chez qui on veut avoir un diagnostic, ou des gens qui ont déjà une condition connue, chez qui on veut avoir, une fois de temps en temps, des bandes de rythme. Ça ne conviendrait pas, cependant, dans le cas d'AVC, parce qu'on va n'en pas dépister suffisamment. Tout à fait, tout à fait. Autre exemple, ce qu'on appelle les technologies de patch, comme on dirait, c'est l'équivalent d'un Holter, sauf qu'on a une dérivation plutôt que 2. Par contre, la technologie nous permet d'avoir un diagnostic équivalent à un Holter. La beauté de la chose, c'est que c'est beaucoup moins encombrant qu'un Holter. Ça résiste à l'eau, donc les gens peuvent se doucher. Et puis, la durée de l'enregistrement peut aller jusqu'à 14 jours. Alors, je ne sais pas si on peut voir l'appareil que j'ai entre les mains actuellement. Télésino, est-ce que vous pourriez augmenter la... Merci. Donc, c'est cet appareil ici qu'on colle avec 2 électrodes, comme vous voyez ici. On peut changer les électrodes si le patient doit les changer, a eu un décollement après une douche ou après une séance de sport. Et puis, l'appareil, dépendamment de l'appareil, peut enregistrer 48 heures, 7 jours ou 14 jours. Avec l'exemple de bande de rythme en fibrillation auriculaire que vous voyez. Donc, ce monitoring-là continu nous permet d'avoir le monitoring justement pendant la durée et nous permet d'avoir un diagnostic de fibrillation auriculaire si elle survient durant cette durée-là. Parmi les autres alternatives, eh bien, il y a les moniteurs d'événements. Il y a 2 types de moniteurs d'événements. Les moniteurs d'événements externes, ceux-là nous donnent une valeur encore ajoutée encore plus longue en termes de monitoring, peut monitorer jusqu'à 1 mois. Vous voyez, c'est un petit appareil connecté à 3 électrodes qui va détecter les événements où la fréquence cardiaque va être irrégulière, trop élevée ou trop lente ou des pauses, puis va nous sortir les événements de la masse d'informations qu'il va recueillir durant la durée d'enregistrement. Et puis, il y a le même genre de moniteur d'événements qui existe, mais qui est implantable, qu'on est capable d'injecter à l'intérieur du patient, et puis dont la durée de la pile va avoir jusqu'à 3 ans, donc va nous permettre un monitoring continu pendant jusqu'à 3 ans. Ça, c'est un appareil quand même beaucoup plus cher. Évidemment, oui, tout à fait. C'est l'appareil qui nous permet la plus longue durée de monitoring, mais au plus haut coût, un coût qui est en fait impossible à assumer pour tous nos patients parce que ça serait simplement trop cher pour notre système de santé. Je pense que dans la région de Québec, on a accès maintenant à plusieurs appareils. Vous allez nous donner peut-être le pratique de tout cela dans les prochaines diapos. Oui, en fait,
Premièrement, les hauteurs, on y a accès dans la plupart, dans tous les hôpitaux, dans plusieurs CLSC. Pour ce qui est des cardiostats, on y a accès dans certaines cliniques, certains hôpitaux. Et puis, je vous encourage, si vous voulez avoir accès à faire les démarches pour que votre hôpital ou que votre clinique puisse rembourser le coût. Et puis, sinon, bien, les gens peuvent l'acheter en pharmacie en étant remboursés par leurs assurances. Et puis, on a ici une liste des pharmacies qui vendent l'appareil, tout en sachant qu'il faudra que le patient défraie le coût de l'appareil s'il va l'acheter en pharmacie. On peut parler d'un coût de combien à peu près pour de location actuellement? Avez-vous une idée? Pour le coût, je vais devoir demander le coût pour un monitoring de 315 $ pour un monitoring de 7 jours. Actuellement, c'est le coût en pharmacie. Merci. Puis dans les hôpitaux de Québec, est-ce qu'il y a des centres qui fournissent maintenant des monitorings prolongés? Pour ce qui est du Spider Flash et puis les monitorings implantables, les monitorings externes et les monitorings implantables, je vous dirais que la majorité des centres hospitaliers vont vers l'acquisition de ce genre de système-là. Ici, à l'IUCPQ, on a le monitoring externe, le moniteur d'événements externe. On implante également les moniteurs sous-cutanés pour nos patients. Et puis, il y a d'autres hôpitaux de la région qui ont accès à cette technologie-là aussi. Je pense qu'au CHUC, à l'hôpital de l'Enfant Jésus, on tente bientôt d'avoir un système possible pour leurs patients aussi. Oui, l'Hôtel-Dieu, dans le CHU de Québec, à l'Hôtel-Dieu de Lévis aussi, je sais que je ne sais pas où en sont les démarches, mais certainement, c'est des technologies qui sont appelées à être adoptées un peu partout. Pour les gens intéressés, pour les gens qui s'occupent de l'AVC, je crois que dans le New England Journal, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, un éditorial et un article nous recommandent vraiment de faire le monitoring prolongé dans les strokes idiopathiques. Donc, c'est rendu pratiquement de la pratique normale, nécessaire pour le type de patient qu'on a décrit, patient âgé, stroke hémisphérique. Et puis, je pense que maintenant, on a accès de plus en plus à la technologie. Dans l'année, on devrait être capable de fournir à la demande si elle est bien ciblée. Alors, comme c'est une émission en direct et qu'on espère que vous nous voyez en direct, sinon, bien, vous nous voyez en indirect, je vais ouvrir les lignes de téléphone puis voir si on a des appels. Donc, je vous recommande d'appeler à 418-656-4912. Alors, 418-656-4912. Et juste vous dire de ne pas regarder votre écran parce qu'il y a un délai de 8 secondes entre votre téléphone et ce qui est streamé. Alors, est-ce que je peux me permettre de faire un commentaire dans le temps qu'on attend les appels? Vous avez raison quand vous parlez des nouvelles recommandations. En fait, les lignes directrices de neurologie les plus récentes recommandent, en présence d'un AVC de cause indéterminée, un monitoring pouvant aller jusqu'à 30 jours pour la détection de fibrillation auriculaire. Les lignes directrices de cardiologie sont un peu en retard par rapport aux lignes directrices de neurologie. Je pense qu'on devrait vraiment se fier aux lignes directrices des neurologues qui font cette recommandation-là, donc jusqu'à 30 jours de monitoring chez un patient qui a un AVC cryptogénique. Alors, je vais ouvrir les lignes, on va voir s'il y a des questions. Il se peut que, comme c'est une première technologique, qu'on n'ait pas réussi à rejoindre notre monde. Si vous nous écoutez en indirect, vous pouvez toujours me poser les questions à claudegarceau1@gmail.com. Je vous répondrai, je pourrai traduire les questions avec ma collègue. Donc, j'ouvre les lignes quelques secondes. Alors, il semble qu'on n'ait pas d'appel. Vous n'en avez pas d'appel pour l'instant. Alors, c'est possible qu'il y ait des petits ennuis techniques mineurs, mais si vous nous voyez en asynchrone, j'espère que vous aurez apprécié cette émission. Et sinon, je vous convie très bientôt à une prochaine émission en maladie chronique ici de l'UCPQ en direct. Et je voulais remercier M. Dr. No pour son agréable collaboration dans un médium qui est un peu stressant pour les deux. Et puis à la prochaine. Merci.